France Maghreb 2. Février, la question du jour, manifestation massive contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien peut-il encore briguer ce fameux 5e mandat? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. J'en parle avec vous dans un instant au 01 40 33 9000. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est l'entretien du LGF avec notre invité aujourd'hui, Mounir Satouri, candidat d'Europe Écologie Les Verts pour les Européennes 2019. Nous verrons avec lui, nous ferons connaissance avec ce monsieur qui est né à Casablanca en 1975. Et le grand débat qui, vous le savez, toujours et encore dans le LGF avec auditeurs, auditrices invités à nous transmettre vos propositions, vos doléances que nous transmettrons à l'Elysée à l'issue de ce débat, c'est-à-dire après le 15 mars. Pour début de semaine, c'est parti pour votre LGF sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. Merci d'être avec nous, le grand forum, c'est parti jusque 18h et vous le savez, tous les jours on est là, fidèle au poste, bien sûr, avec notre invité tout à l'heure, puisque comme chaque lundi c'est l'entretien du LGF, Mounir Satouri sera avec nous, il est candidat Europe Écologie Les Verts pour les Européennes, ça y est, c'est bel et bien parti, d'ailleurs on voit apparaître quelques sondages, on se posera la question tout à l'heure justement des fameux sondages, qui met pour les dernières en date en tout cas la République en marche en tête devant le RN. On verra tout à l'heure et puis d'ailleurs il y a dans ce sondage figure la possibilité à ce que les Gilets jaunes présentent une liste, eh bien ils n'obtiendraient que 3% selon encore une fois ce sondage. Mais pour l'heure, messieurs dames, on va parler de l'Algérie parce qu'il y a eu des grosses manifestations depuis vendredi, manifestations pacifique contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Du coup, la question, est-ce que Bouteflika peut encore briguer ce fameux 5e mandat? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez. Le 5e mandat effectivement en discussion alors que le président de la République Abdelaziz Bouteflika est parti pour des examens médicaux en Suisse hier, c'est ce que l'on a appris en tout cas selon un communiqué de la présidence. Il y a eu beaucoup de monde vendredi dans les rues d'Alger notamment avec plus de 100 000 personnes qui sont descendues de manière pacifique. Tout s'est d'ailleurs bien passé dans tout le pays. La foule est descendue dans les rues vendredi après-midi et tous ont demandé évidemment à ce que Abdelaziz Bouteflika ne brigue pas ce fameux 5e mandat. C'est le mot d'ordre en tout cas qui apparaissait au cours de ces différentes manifestations. Il y en a eu d'autres alors hier qui étaient différentes de celle de vendredi parce que celle de vendredi était à l'initiative et à l'appel des réseaux sociaux et tout est parti de là finalement. Et hier c'était à l'appel donc d'un parti d'opposition algérien qui a donc rassemblé beaucoup moins de monde en tout cas. Et sachez également qu'il y a eu des manifestations un petit peu partout dans le monde, à l'image de Paris, la place de la République hier avec plusieurs milliers d'Algériens qui sont tous venus avec le drapeau algérien justement pour protester contre ce fameux 5e mandat. Du coup, donc la question que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que Bouteflika, après toutes ces manifestations, après ce peuple, d'ailleurs la une de l'Humanité aujourd'hui, c'est Algérie, un peuple debout, eh bien après ces manifestations, Abdelaziz Bouteflika peut-il encore briguer ce fameux 5e mandat? C'est la question que l'on vous pose et vous répondez majoritairement non sur Twitter à 83%, 86% sur Facebook. Alors pour voter, c'est simple, France Maghreb 2 sur Facebook, sur Twitter, le grand forum FM2. N'hésitez pas à voter et vous nous appelez bien sûr pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô, une fois, deux fois. Bon, la personne décidément n'a peut-être pas pu se patienter. En tout cas, vous nous appelez pour nous dire, parce qu'on en parle, il est très important aussi de signaler, de spécifier que effectivement le mot d'ordre c'est donc contre ce fameux 5e mandat. Il ne s'agit en rien, en tout cas pour cette foule, de remettre en cause le bilan d'Abdelaziz Bouteflika. Beaucoup d'ailleurs disent dans les foules qu'on a pu entendre, Abdelaziz Bouteflika a fait du très bon travail pendant les 2 premiers mandats. Après c'était trop, il était fatigué, malade, etc. Donc c'est posé la question. Il faut savoir que quand même cette manifestation de vendredi, j'insiste bien, était apolitique, c'est-à-dire qu'elle n'était à l'appel d'aucun parti d'opposition. D'ailleurs on se demande où ils sont, ces fameux partis d'opposition en Algérie. Ils sont quasi inexistants, absents. À l'image par exemple de quelqu'un qui aime bien orchestrer un petit peu ses apparitions.
Rachid Nekaz, qui lui vendredi n'était pas là, il était en Espagne et puis est venu samedi et là il s'est fait il s'est fait arrêter tout simplement. Donc on voit en tout cas apparaître une récupération politique. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, allô, bonjour, c'est Saïd d'Orléans. Salut Saïd, bienvenue à toi Saïd. Oui, bonjour à vous Christophe et tous les éditeurs. Alors mon cher Saïd, est-ce que après ces manifestations pacifiques, franchement c'était très agréable à voir, en tout cas ce peuple qui s'est soulevé, ce peuple qui est descendu dans la rue et tout s'est bien passé, vraiment il y avait on voyait que c'était bon enfant en tout cas et tous ont demandé non pas un changement de régime comme on peut l'entendre, et ça on sait d'où ça vient, mais surtout à ce que Abdelaziz Bouteflika ne mérite pas ce 5e mandat. Oui, vous savez, moi je suis beaucoup de la génération 88, si vous vous souvenez les événements de 88, moi je compare le vendredi 22 février comme le jour d'octobre 88. Voilà, ça fait bien, ça fait chaud au cœur, ça fait que les Algériens ils sont encore en vie. Voilà, c'est ce qu'on demande. Il faut y aller d'avance. D'ailleurs, le dimanche prochain, il y a un autre rassemblement à la place de la République. Vous y étiez vous hier, Saïd? Comment? Vous étiez hier à la place de la République ou pas? Oui, je serai tout le temps là-bas jusqu'à quand, voilà, ce pouvoir. Vous savez, moi, le problème, c'est pas Bouteflika, c'est pas le problème, c'est le pouvoir en place depuis 62 qui veut rien entendre. Ouais, mais Saïd, pardon de vous couper parce que il faut qu'on s'entende bien, parce qu'il faut pas non plus brûler les étapes. Là, ce que demande la foule, en tout cas vendredi principalement, c'était non au 5e mandat. Après, pour le reste, c'est un autre débat. Là, pour l'instant, il s'agit et pour l'heure de demander justement à la présidence à ce que Bouteflika ne brigue pas ce 5e mandat, parce que c'est voilà une humiliation, une insulte faite au peuple algérien selon eux. Ce Bouteflika là, c'est un plan pour le pouvoir, c'est un plan A. Et si le peuple dit non, ils vont chercher le plan B. Ouais. Alors, mais répondez à ma question, Saïd. Est-ce que d'après vous, après ces manifestations, après cet élan de foule qui est sorti dans les rues en Algérie, est-ce que d'après vous, il peut encore tenir ce fameux 5e mandat? Il peut encore persister, ou alors il va de toute façon céder? Oui, ils vont céder. À mon avis, ils vont céder, mais ils vont céder à la fin. Après. S'ils vont céder, ce sera une bonne chose pour l'Algérie, parce que pour la première fois, ce sera des élections ouvertes. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas un plan B, et ils n'ont pas préparé un plan B pour eux. C'était Bouteflika, il n'y aura pas de manifestation, et la surprise, elle est là. D'accord. Merci Saïd pour votre appel en tout cas, et n'hésitez pas à voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Je salue mon ami Philippe Bouriachi qui est de passage dans les studios. Salut mon Philippe. Salut Christophe. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Qu'est-ce que c'est que cette voix à moitié enrouée là? J'ai attrapé un petit coup de froid et. Ouais. C'est pas très écologiste ça. Le froid, ouais. C'est de saison. Non, mais il fait super chaud là. Tu rigoles. C'est ça qui est pas normal. Ah oui, franchement, tu passes de 2 degrés à 18 degrés. Il faudrait quand même peut-être se poser des questions. Bah oui. Bon alors Philippe, t'as vu ces manifestations là en Algérie? Oui, j'ai vu les images via les réseaux sociaux, via différents médias. Je me satisfais que tout s'est relativement passé dans le calme. Ce que je peux dire sur ces manifestations, j'entends bien le mot d'ordre. J'ai envie de dire aux gens de part et d'autre, il va y avoir des élections. Sauf si éventuellement il y aurait de gros problèmes, et ce que je souhaite pas en tout cas pour l'Algérie, c'est que vous aurez le choix dans l'urne, déplacez-vous, allez voter pour qui vous voulez. J'ai appris comme toi ce week-end que le président Bouteflika était en Suisse pour subir quelques examens. Je lui souhaite en tout cas rien de grave et un prompt rétablissement. Il est évident qu'à un moment donné le peuple manifeste.
Alors en France, en tout cas, on voit que c'est vraiment anti cinquième mandat. Je suis pas sûr que ça soit anti Bouteflika, mais anti cinquième mandat. Non, c'est ça qui est important de signaler parce que beaucoup et on sait qu'il y a quelques partis d'opposition aujourd'hui qui demandent un changement de système, de régime, etc. Là, on est sur le 5e mandat qui, pour les Algériens, et c'est pas moi qui le dis, parce qu'ils sont sortis quand même en masse. Disent que c'est le mandat de trop, ça suffit, il faut le laisser tranquille, il faut le laisser se reposer. L'Algérie a besoin d'un président qui soit apte physiquement et mentalement, qu'on laisse reposer ce monsieur qui a 81 ans maintenant, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Voilà, il est peut-être temps, en tout cas d'après ce que demande le peuple, de passer la main. On va voir ce qu'en pense d'ailleurs Redouane qui est avec nous. Bonjour Redouane. Bonjour Christophe, bonjour l'équipe. Bonjour Redouane. Ouais Christophe, je partage un peu ton opinion, mais pas totalement. Non mais j'ai pas d'opinion, moi je fais que... non mais ce que tu viens de dire, ouais. C'est pas que il y a pas que le 5e mandat où le peuple est contre, hein. Le 4e aussi, hein. Le 4e, en fin de compte, le problème en Algérie, c'est qu'ils nous endorment. Ils reviennent toujours à ce qui s'est passé en 90, les années noires. Oui. Et tout le monde a peur de revenir à ce qui s'est passé. On lui fait parler de l'Égypte, de la Syrie, de tout ce qui peut se passer pour faire peur au peuple. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils disent bon, ça sert à rien, on bouge pas, vaut mieux ça que la guerre. Mais déjà, le 4e mandat, Redouane, je suis d'accord avec toi parce que le 4e mandat, on était dans un contexte un peu particulier. Effectivement, il y avait ces fameux printemps arabes qui avaient démarré quelques années avant. On nous a sorti le coup de la déstabilisation. Donc finalement, ce 4e mandat, il est passé. Mais celui-là, c'est pas possible. Déjà, le 4e était en trop. Bon, on est passé par rapport à ce qui se passe à côté. C'est une chose. Mais là, le 5e, faut pas nous prendre pour des merdes. Faut arrêter. Mais en tout cas, Redouane, ce qu'il faut observer vraiment, c'est cette maturité du peuple algérien. Vendredi, c'était une grande fierté de voir ce peuple comme ça dans les rues, en train de chanter, de crier non à ce 5e mandat et on l'a vu d'ailleurs, une complicité avec la police. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis et vraiment 100 000 personnes à place du 1er mai à Alger. C'était extraordinaire, quoi. Et donc, ce peuple algérien, on a trop dit de lui depuis des années que oui, il ne sort pas dans la rue, il dort, etc. Là, il a montré qu'il est là et qu'il n'entend pas, en tout cas, se laisser faire pour ce coup-là. Et j'espère, Christophe, voilà. Mais le problème, le pouvoir algérien, c'est un pouvoir un peu, c'est des mafieux. Demain, ils peuvent mettre le feu un peu partout, etc. Ils disent voilà, regardez, ça part en cacahuète. Il est là le problème. Le peuple en lui-même. C'est un peuple gentil, c'est un peuple qui va manifester, mais derrière, ils peuvent nous créer un état regarder, ça casse, ça met le feu partout, faut qu'on arrête et voilà, il est là le risque. Pour l'heure, ça en prend pas le chemin, en tout cas, et espérons. On souhaite. Redouane, est-ce que d'après toi, justement, le pouvoir en place va répondre aux attentes du peuple, parce que c'est tout là l'enjeu finalement. Pour l'heure, c'est calme, ça se passe bien, c'est pacifique. Mais si il y a eu des provocations de la part du chef du FLN qui a dit ce week-end, qui aurait dit à tous ces oppositions, tous ces opposants politiques, pour ceux qui pensent que Bouteflika ne va pas se présenter pour un 5e mandat, ils peuvent rêver. Et puis là, on l'a vu rétro-pédaler, on l'a vu limite s'excuser. Donc voilà, il faut faire attention dans la surenchère des provocations et faire attention. Voilà. Mais honnêtement, on peut parler même de Bouteflika, de Bouteflika, il est gentil, il est sympa, il a fait. Mais honnêtement, il a fait parce qu'il avait une manne du pétrole ou le baril était à $150. Heureusement qu'il a fait. Mais est-ce qu'on avait besoin d'une grande mosquée? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'hôpitaux en Algérie? On peut reprendre le programme de ce qu'il a fait Bouteflika. Mais c'est tout et du n'importe quoi. Des autoroutes qu'on a ouvertes 6 mois après, ça se casse la gueule. Des ponts qui sont à droite à gauche. Des chantiers mais faramineux qui ont coûté des milliards et des milliards. Une mosquée qui est pas finie et qui l'appelle en son nom Bouteflika. Moi, j'aurais préféré que la grande mosquée, on aura besoin des hôpitaux, mais la grande mosquée, il l'appelle au nom de Boudiaf. Des gens qui sont morts, mais pas Bouteflika. Mais faut arrêter. Bouteflika, oui, il a fait parce qu'il avait une manne à $150 le baril. Mais il a tout subventionné en Algérie. Au jour d'aujourd'hui, il y a quasiment rien dans les caisses. Faut regarder ce qui se passe au Venezuela. On n'est pas loin, hein. Faut dire, mais on vit avec quoi? Avec le baril de pétrole. Heureusement qu'il se maintient à $40-50. Parce qu'à l'époque où il y avait $0, il était à $10 le baril. Quand Bouteflika il arrive, la seule chose qui nous a apporté Bouteflika et qui a fait un peu de mal, etc., c'est la paix. C'est pas rien quand même, Redouane. C'est pas rien la paix, hein, Redouane. Il n'a rien apporté. Marwan, c'est pas rien la paix quand même.
Oui, c'est ça qui nous a apporté la paix. Ah oui, la paix, ça n'a pas fait plaisir à certains parce que on a amnistié des gens qui avaient du sang sur les mains. Ça a été le prix. Aller voir des familles où leur voisin il a tué et il est dehors libre. C'est dur à accepter ça. Bon, merci Marwan. Merci au peuple, faut pas dire que merci à Bouteflika, parce qu'il y a des gens du peuple, ils ont accepté l'inacceptable. Merci Marwan en tout cas pour votre appel je vous en prie. Merci, à bientôt. En tout cas, vous continuez de voter, 01 40 33 9000, votez sur Facebook France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter le Grand Forum FM2, pour savoir si après toutes ces manifestations pacifiques qui se sont déroulées depuis vendredi, le 5e mandat, Abdelaziz Bouteflika peut encore briller. Un 5e mandat selon vous? Vous êtes majoritairement à penser que non, 83% sur Twitter le Grand Forum FM2, sur Facebook France Maghreb 2, 86%. Philippe, t'as vu cet auditeur? On sent quand même qu'il y a une maturité du peuple algérien. Là, elle est visible, elle est magnifique, j'ai envie de dire même. Bah, lorsque la jeunesse et en grande partie quand même la population algérienne et à plus de la moitié sont des jeunes de moins de 25 ans, lorsque la jeunesse s'exprime et lorsqu'elle désire prendre en main son pays, son rêve et son destin, bien sûr que c'est magnifique, bien sûr que c'est beau. Il a parlé de diverses choses et intéressantes. D'ailleurs, je l'avais évoqué la dernière fois sur cette antenne. Un jour, il y aura plus de pétrole, il y aura plus de gaz. Donc il faut immédiatement, hormis le choix du peuple, d'un renouveau ou d'une continuité plus jeune, enfin c'est eux qui seront souverains et qui décideront de leur avenir, c'est aussi l'après-pétrole. Et donc il n'est pas normal que on voit de nombreux bateaux remplis de gens avec des talents incroyables, cette richesse de cette jeunesse, fuir le pays parce qu'elle rêve d'un Eldorado et elle se retrouve sur le continent européen ou américain, souvent nord-américain au Canada, pour se retrouver à faire des choses pour lesquelles elle n'était pas destinée. Et je pense qu'elle a tout intérêt à continuer à développer et à faire grandir ce pays qui le mérite. Donc il y a des élections là le 18 avril, pour l'instant elles sont toujours maintenues. Je continue à dire aux uns et aux autres partout, restez calmes, restez pacifistes et puis allez voter. Mais tu l'as dit tout à l'heure, l'opposition, elle est où? Elle est où? Bah oui, elle est carrément aux abonnés absents. Nous sommes avec Choukri qui nous appelle de Nanterre, c'est ça Choukri? Exactement. Bonsoir Choukri, bienvenue. Bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité, aux auditeurs et auditrices. Bah alors moi ma réflexion c'est que en fait Bouteflika barakat comme on dit, ça suffit. Il est vieux, il faut qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Il a fait beaucoup pour ce pays, ce monsieur. Quel est le pays qui vous donne des appartements gratuits, monsieur? Ça existe nulle part, il n'y a qu'en Algérie. Quel est le pays qui vous donne des terres gratuites à cultiver? Il n'y a que l'Algérie. Il a fait énormément de choses. Bien sûr, il a fait avec la manne du pétrole, parce que c'est ce qu'il avait entre les mains. Et grâce à Dieu, quand même, le pays, il a avancé et on est en paix. Si les Algériens, aujourd'hui, ils manifestent pacifiquement, c'est parce que c'est un peuple intelligent, le peuple algérien. Il sait très bien que les impérialistes qui nous entourent, ils veulent casser notre pays, on leur donnera pas l'occasion. On ne bousillera pas de l'intérieur de notre pays. Inch'Allah, on aura un nouveau président. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Choukri, parce que quand on voit par exemple des personnages comme Julien Drey réapparaître dans une vidéo ce week-end où il appelle à une révolution en Algérie, moi j'ai envie de dire. C'est pas le premier. Je sais. Déjà, non, mais... il avait appelé à une révolution en Algérie. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on bousille notre pays de l'intérieur. Mais on leur donnera pas l'occasion. Inch'Allah, on va maintenir cette paix. Qu'Allah il nous ramène un homme qui a les épaules, un homme intelligent, qui fasse avancer le pays. Et il faut pas dire que les Algériens, ils sont en train de fuir leur pays. Pour la majorité, beaucoup d'entre eux, justement, qui sont venus ici en Europe, ils se sont aperçus que c'était la misère, parce qu'ils voyaient l'Europe à travers les paraboles. Il y en a beaucoup qui sont en train de retourner. Ils prennent le petit pécule qu'ils ont et ils vont essayer de construire là-bas. Ouais, mais il y en a même beaucoup d'autres. Oui. Il y a quand même un souci quand même, c'est qu'on a laissé partir, j'ai envie de dire, les talents. On prend juste un exemple, les médecins. Les meilleurs médecins ici en France sont quasiment pratiquement tous algériens. Vous ne pensez pas quand même qu'il y aurait ça aurait été bien quand même que ces médecins puissent exercer, puissent pratiquer là-bas en Algérie? C'est une réalité, simplement, à mon idée, ils ont mis la charrue avant les deux. Ils auront dû faire les hôpitaux d'abord et ensuite
le reste, comme comme par exemple la grande mosquée et autres. Il y avait des priorités, mais ils ont mis la charrue avant les bœufs. Mais en attendant, on a un pays qui est en paix. C'est la plus grande des choses qu'il puisse avoir dans un pays musulman et arabe en particulier. Alhamdoulilah. Voilà, alhamdoulilah. Vous savez très bien que on a des exemples, la Libye et autres, on ne veut pas que ça arrive chez nous. Qu'on ne fasse pas, faut pas que les gens ils pensent que le gouvernement cherche à nous faire peur. Non, parce que c'est les Algériens qui l'ont dans leur tête et ils le savent, ils en sont bien conscients. Le peuple algérien est un peuple éclairé et lucide. Chokri, est-ce que vous pensez qu'ils vont répondre aux attentes là et qu'ils vont abandonner? Inch'Allah. Franchement, je souhaite de tout cœur qu'ils abandonnent pour une seule chose, enfin deux choses. La première chose, c'est que Bouteflika il est vieux barakat. C'est bon, qu'on le laisse, qu'il termine ses vieux jours en paix, qu'Allah il le récompense du bienfait qu'il a fait pour le peuple algérien. Ouais. Mais je souhaite qu'il lui réponde positivement à la manifestation du peuple. Ouais. Juste pour pas qu'on nous mette la chouma, pour pas qu'on nous mette devant le monde entier. Regardez. Il y a eu des démissions en cascade ce week-end de la part de journalistes qui ont quitté les rédactions, notamment de la radio publique, la télévision publique. Je crois que le directeur de l'info a été limogé. Enfin, il y a un gros ménage qui s'opère en ce moment. Et pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que les gens justement sont offusqués de voir que, par exemple, vendredi soir, après la manifestation qui a rassemblé quand même beaucoup de monde, et si on prend un exemple, la capitale, 100 000 personnes, pas un mot dans la télévision algérienne. Ce qui est scandaleux quand même. Ouais, mais bon, après c'est les organes médiatiques. Ouais, non, mais d'accord, mais bon, ils manquent peut-être un peu d'indépendance, comme dans beaucoup de pays. Oui. Christophe, en France, regarde ce qui se passe en ce moment là avec les gilets jaunes. Tu crois qu'on nous raconte la vérité à la télé? Tous les organes ils sont tenus par n'importe quel gouvernement. Soit les États-Unis, l'Algérie, la France, ailleurs, ils sont tous tenus. Ils ont une directive à suivre, sinon, ils se font taper sur les doigts. En tout cas, il y a des journalistes qui rentrent en résistance et qui ont décidé de démissionner, beaucoup d'entre eux ce week-end. Merci beaucoup, Chokri. J'aimerais rajouter une chose. Oui, vas-y, je t'en prie. J'aimerais rajouter une chose, c'est pour parler d'un autre président. Macron, tu m'as dit que vous faites des doléances là. Moi, j'aimerais faire ma doléance pendant que j'étais au téléphone. Ah. Ma doléance, c'est quoi? Oui. C'est que Macron, il rend tous les gens qui habitent dans les HLM depuis plus de 25 ans propriétaires de leur appartement. Déjà, rien que ça. C'est une loi qui devait passer par Sarkozy, mais je sais pas pourquoi elle n'est pas passée. S'il applique... Donc, si j'ai bien compris, quand on a été locataire d'un appartement dans un HLM de plus de 25 ans, on en devient propriétaire, c'est ça? Exactement. Déjà, ça va relancer l'économie. Les gens, au lieu de payer des loyers, vont pouvoir manger, vont pouvoir investir, vont avoir plus de liberté, plus de sous. Ils n'auront pas besoin de demander à Macron de rajouter 100 euros par-ci ou 100 euros par-là. On n'a pas besoin. Ouais. Alors, effectivement, Chokri lève un point réel. Moi, je m'offusque. J'apprends encore, ne serait-ce que dans ma ville, certains vont être expulsés juste après la trêve hivernale, et quand je vois qu'il y a des familles, ça fait 30 ans et 40 ans qui sont dans leur HLM, habitat à loyer modéré, qui sont amortis depuis plus de 30 ans, c'est juste honteux et scandaleux. Par Exactement. contre, ces gens-là, normalement, ils devraient être idée, mais il faut bien penser que aujourd'hui, les HLM qui ont été construits dans les années 60 sont vraiment des passoires énergétiques. Et donc, il faut pourquoi pas entamer un plan de réflexion et de rénovation totale en contribution d'un loyer qui te permettrait dans 10 ou 15 ans d'être totalement propriétaire ou de léguer déjà à tes descendants. Mais c'est vrai que c'est un ce vrai serait pas mal. On s'en fout de attendez, ils sont en copropriété quelque part, tous ces locataires, et ils refont leur bâtiment, ils repeignent, ils le rénovent, et puis ça donnera plus de responsabilité, et ça sensibilisera plus les gosses. Ils feront plus attention à leur cage d'escalier, à leur ascenseur et autres, en sachant que leurs parents, ils sont propriétaires. Au bout de 25, 30 ans quand même, c'est honteux. Surtout que avant, il fut un temps, c'est pas pour faire de la discrimination déplacée, les gens d'origine maghrébine et autres avaient beaucoup de difficultés à obtenir des crédits pour obtenir une maison, pour acheter une maison. Sans compter ceux qui sont dans la religion, qui disent que c'est interdit des intérêts. Il y a plein de petites barrières comme ça. Mais après 25 ans ou 30 ans passés en HLM, je pense que
il devrait même continuer à les faire payer quelques années, histoire de dire, voilà, vous continuez à payer, même presque 5 ans. C'est une barrière, quoi, 25 ans. Merci, Choukri. En tout cas, on note, donc, première doléance de la semaine, première proposition concrète dans ce grand débat, et vous pourrez donc en faire de même tout à l'heure, vous, amis auditrices, auditeurs, à partir de 17h45. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on poursuit avec encore un ou deux appels et puis on accueillera notre invité. On va parler un peu d'écologie. Tiens, mon cher Philippe, aujourd'hui, il est candidat, notre invité aujourd'hui, Mounir Satouri, avec nous dans un instant. 01 40 33 9000 après ces manifestations pacifiques qui se sont déroulées depuis vendredi en Algérie, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Abdelaziz Bouteflika peut-il encore briguer ce fameux 5e mandat? Vous nous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le Grand Forum FM2, en nous appelant 01 40 33 9000. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec notre ami Philippe Bouriachi qui est venu nous rendre une petite visite. Si un camarade écologiste, il est là forcément, dans les studios, bien sûr. Mounir Satouri, notre invité dans un instant sur France Maghreb 2. Pour l'heure, on continue pendant quelques minutes et on vous invite à répondre à cette question du jour aujourd'hui. Concernant l'Algérie, ces manifestations pacifiques un petit peu partout en Algérie vendredi dernier. Rappelons qu'hier, il y a eu des manifestations, mais c'était plus à l'appel d'un groupe d'opposition. Il y avait d'ailleurs beaucoup moins de monde. Preuve que quand même le peuple algérien ne veut être récupéré par personne et est sorti dans la rue pour s'opposer donc à ce fameux 5e mandat. Il y avait également beaucoup de monde à Paris hier, place de la République, qui s'est bien déroulé, une belle manifestation place de la République hier à Paris. Et vos appels donc pour nous donner votre avis sur après ces manifestations. Abdelaziz Bouteflika, parti en Suisse à Genève pour des examens médicaux, peut-il encore briguer ce fameux 5e mandat? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le Grand Forum FM2, et en nous appelant aussi au 01 40 33 9000. C'est ce qu'a fait Massinissa. Bonjour Massinissa. Oui, bonjour Christophe, salam alaikum, Zulflaoun. Zulflek, un bon prénom bien berbère, Massinissa. Ah, obligé, exactement, c'est les racines. Alors Massinissa, pour ce fameux 5e mandat, est-ce qu'il peut encore briguer ce 5e mandat après ces manifestations qui se sont déroulées notamment vendredi en Algérie? Ben, j'espère que non. Déjà, tous les mandats qu'il a fait, c'était une désignation, c'était du vol carrément. Dès son premier mandat, il a été désigné, et le peuple n'a pas voté pour lui. Et pareil pour le 2, le 3 et le 4. Donc le 5e mandat, c'est vraiment, ils vont le désigner comme ça a été le cas auparavant, et ben, ça sera une catastrophe. Parce que là, déjà, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de corruption. Ils ont gangréné le peuple avec de la corruption. Et il y a des gens qui disent qu'il a fait, mais il est obligé de le faire, et c'est la moindre des choses. Il a été désigné toujours par rapport pour qu'il fasse de belles choses. Et il a fait un petit peu par rapport aux moyens qu'il y avait avant. Mais là, maintenant, ces derniers temps, c'est machine arrière. Il n'y a rien qui est fait, et au contraire. On voit des journalistes s'exprimer, aller en prison sans aucune plainte, des gens qui ont le monopole et mènent la justice comme bon leur semble. Donc il y a beaucoup de problèmes actuellement, et c'est de leur faute. C'est de la faute. Massinissa, oui. Question que je te pose, quand tu vas au bled en Algérie, oui. Quand tu fais ton change d'argent, oui. Tu le fais comment? Ah ben, on voit la différence quand même. Hein. Le dinar, elle a perdu de sa valeur. Non, mais réponds à ma question. Tu le fais comment ton échange? Tu vas directement à un bureau officiel ou tu le fais au noir? Non, je le fais au noir. Voilà. Officiel. Donc c'est marrant parce que vous me parlez tous de corruption, mais quelque part on l'entretient, cette fameuse corruption. Oui, ben ça c'est pas qu'on l'entretient, loin de là. C'est juste que si tu parles, par exemple, je me permets, tutoyer, si vous voyez un salarié il faut le payer à sa juste valeur, au lieu un député qui touche l'équivalent de 15 000 euros d'ici, et qu'un simple fonctionnaire touche 15 000 dinars, 18 000 dinars le SMIC. Ouais. C'est normal que quand il voit ce qui se passe là-haut, lui aussi il va se dire, moi je m'en fiche, si je vois qu'il y a une opportunité, je vais la saisir. Donc il faut mettre les choses à leur égale valeur, on va dire, si je peux dire. Bon, merci Massinissa en tout cas pour votre appel. À très bientôt mon Massinissa. Monji de Marseille, salut Monji. Salut Christophe, salut à tes invités. Salut Monji. Évidemment, j'aurais aimé répondre à la question, malgré que moi j'ai jamais reconnu aucun mandat de Bouteflika. Je dis que même, soi-disant le 5e, parce que j'en reconnais aucun, du coup je peux pas parler de 5e, et il n'a aucun lieu d'être en fait, tout simplement parce qu'on sait bien, même depuis son dernier mandat, il a passé tout son dernier mandat
où en fait, tout simplement, c'est un peu le foutage de gueule, quoi. Et le peuple algérien, il a répondu présent. Moi, j'étais pas tellement étonné parce que si on écoute ce qui se chante dans les stades et ce que le rap, on comprendra que la population algérienne savait d'où venait le mal, quoi. Et ils n'ont pas besoin de plus que ça. Est-ce que Manji, d'après toi, justement, le fait que le peuple soit quand même sorti en masse, notamment vendredi après-midi, est-ce que ça va faire qu'ils vont revoir un peu la copie, quoi? Il y a plusieurs scénarios. Le pouvoir, évidemment, il va pas lâcher comme ça. Ça, c'est mal connaître le pouvoir algérien. Il va pas lâcher comme ça. Mais c'est la force de ce mouvement, c'est qu'il est spontané, il est pacifique, surtout le pacifique. C'est ça. Moi, je milite depuis des années parce que la seule force qu'on a face à un pouvoir criminel, c'est d'être pacifique. Et là, le pouvoir, il peut pas répondre. En fait, il est désarmé. Et il va chercher de la provocation. Ils vont chercher certainement une personnalité de rechange. Et ils vont pousser peut-être à reposer les élections, mais c'est un mauvais choix en fait. Il faut que les Algériens maintiennent que les élections passent dans leur moment, prévu. Mais nous, on a organisé, on essaie de le faire promouvoir. Ça s'appelle une vigie citoyenne. On appelle tous les Algériens à constituer des vigies, d'aller vérifier les élections, d'aller participer aux élections, parce qu'il faut qu'on mette le pied dans le processus démocratique. Il ne faut pas qu'on arrête. C'est-à-dire, si on recule, le pouvoir il va trouver des positions pour donner notre. Monji. Oui. Monji, est-ce que je pas le retour en fait. Est-ce que les Algériens seraient favorables à une commission, ou en tout cas à des observateurs externes pour ces élections? On n'a pas besoin, parce que tout simplement les observateurs externes, et on sait d'où vient, lorsqu'on voit les observateurs, on sait bien, par exemple, regarder la couverture médiatique de ce qui se passe en Venezuela et ce qui se passe en Algérie. Ils viendraient d'où? De la France, des États-Unis, de la Russie? Non, et tout le monde il a des intérêts en Algérie. Le peuple algérien est un peuple majeur. Et il a besoin de personne. C'est pour ça moi j'appelle à constituer des vigies citoyens, d'aller au consulat. Il y a une page sur Facebook qui s'appelle Vigie citoyen, en arabe Raqaba al-Wataniya. C'est pour aller demander que les citoyens se mobilisent de partout. C'est-à-dire ce truc qui va être en train d'essayer de le vendre un peu aux partis d'opposition qui mais il n'y en a pas de parti d'opposition, Manji. Des troupes sur place, oui. Manji, l'opposition n'existe pas en Algérie. Il y a malgré tout, le peu, je sais qu'il n'existe pas, c'est pas moi que j'ai dit que la position existe, mais il y a des personnalités. Mais ce qui fait plaisir d'ailleurs, Manji, excusez-moi, oui. Ce qui fait plaisir justement, c'est que le peuple est sorti et a répondu à aucun appel d'un parti quelconque, parce qu'ils ont été aux abonnés absents. Il est sorti de manière spontanée. Ils doivent avoir la même mise. Je dis tout simplement pour qu'ils épousent cette idée-là de vigie citoyen, parce que tant que nous, on participe à les élections, vous savez, les procès-verbaux, lorsqu'on les contrôle, les élections, c'est physique. Bon. C'est-à-dire, c'est tant de bulletins, plus on participe, plus on est vigilant, moins il y a la possibilité au pouvoir de toucher les élections. Bon, merci Manji. Oui. Merci mon Manji, en tout cas, on a bien compris. Je voulais juste sur un point intéressant que tu as soulevé, si tu permets 2 secondes, c'est que c'est sur la question des changes. Le change, évidemment, on le fait tous à l'extérieur parce que tout simplement, on sait que notre argent et notre devient voilà, c'est tout. Ouais, mais bon, après c'est facile de dire, de dénoncer la corruption du pouvoir en place et puis d'y participer et puis voilà. Moi c'est tout ce que je dis. Je dis pas que j'en fais pas de même. On en fait tous pareil, mais bon, c'est très compliqué quand même d'aller dire au pouvoir, voilà, vous faites, il y a la corruption, il y en a partout, y compris ici en France, il y en a beaucoup aussi en France. Un dernier appel rapidement, parce que là je sais que ça mobilise, suscite beaucoup d'appels. Bon Philippe, c'est normal. Salim de l'Essonne, salut Salim. Salut Christophe, salut Philippe. Salut Salim. Alors, vas-y Salim. En fait, moi, je me suis fait ma propre opinion par rapport à ces manifestations et du fait que ça s'est très bien passé.
Ouais. En fait, je me suis dit, pour la plupart des personnes qui habitent en Algérie, est-ce qu'elles n'ont pas fait le lien entre ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et les violences qu'il y a eu avec les Gilets jaunes et ce qui se passe, ce qui risque de se passer s'il y avait le même problème Bah, pas forcément, parce que c'est pas du tout la même problématique. Là, on parle d'un président qui brigue un 5e mandat. Je sais pas s'il faut lier tout cela. Je pense pas. Enfin, après, c'est mon avis. Hein. Je sais pas. Moi, c'est une opinion dont je me suis faite. Après, est-ce que je me trompe là-dessus, peut-être, mais. En tout cas, la différence près, c'est que la police algérienne a été beaucoup plus clémente que vis-à-vis de son peuple que la police française. Hein. Il n'y a pas photo. Il y a pas photo, hein. Pardon. Ouais, c'est clair. Bah, d'après ce que j'ai vu parce que moi, et alors qu'on n'hésite pas, pardon Salim, alors qu'on n'hésite pas à dire, et c'est d'ailleurs proprement scandaleux, sur BFM, j'ai entendu ça ce week-end en disant, il y a eu des manifestations en Algérie, sachez que les manifestations en Algérie sont interdites contrairement à la France. Interdites, mais qu'est-ce que ça veut dire ce mépris, ça? Ouais, mais le problème, c'est que ce qu'il devrait savoir, c'est que l'état d'urgence a été retiré depuis 2012. Mais oui, mais bon, c'est le propre du journaliste qui relie des fiches bêtement sans savoir et sans essayer de comprendre. Merci mon Salim, je suis désolé parce qu'on est pris par le temps et puis quand même on a un invité et on va, si vous le voulez, l'accueillir maintenant. On va parler un peu d'écologie. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'on parle de l'Algérie, qui a peut-être des choses à faire et à faire valoir en matière d'écologie. C'est parti pour l'entretien du LGF pour ce lundi. Notre invité aujourd'hui en ce lundi, nous sommes le 25 février, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2, donc jusqu'à 18h, comme chaque lundi, c'est donc l'entretien du LGF et on voit que les élections européennes sont bel et bien en marche, c'est parti, si vous me permettez l'expression. Notre invité aujourd'hui, Mounir Satouri, bonjour Mounir. Bonjour à vous et à vos invités. Bienvenue sur France Maghreb 2, alors vous êtes né à Casablanca, donc vous êtes marocain, vous êtes né en 1975, donc un jeune, élu en juillet 2013 à la présidence du groupe des 51 écologistes du Conseil régional d'Île-de-France. Vous avez succédé ni plus ni moins à Cécile Duflot, tout simplement. Et vous êtes candidat pour Écologie Les Verts sur la liste, donc pour les européennes 2019. Est-ce que vous pensez, première question un peu légèrement provocatrice, l'écologie ce serait pas une matière superflue à l'école? L'écologie, excusez-moi, je vous ai pas entendu. Est-ce que ça serait une matière à enseigner davantage dans les écoles? Ah, évidemment. On le voit d'ailleurs souvent, c'est par les enfants que l'écologie rentre dans les foyers. Sur les questions de tri, d'éco-gestes, d'éco-citoyenneté, les enfants sont plus facilement partants pour ces gestes-là, parce que sans doute, nous les adultes, on s'installe dans des habitudes qui font que ça devient une difficulté ou un renoncement sur les gestes écologiques. Et évidemment, l'éducation à l'éco-citoyenneté devrait faire partie des programmes scolaires dès le plus jeune âge. C'est aussi un changement d'habitude au quotidien qui peut permettre de réussir l'enjeu de la transition écologique, mais pas que. Les pouvoirs publics ont un rôle important sur les choix en termes d'habitation, en termes d'isolement, en termes de déplacement, en termes d'agriculture. Bref, un changement radical pour qu'on puisse sauver le climat et maintenir une vie correcte pour les êtres humains sur la planète Terre, en préservant la biodiversité, en préservant la nature et en vivant en harmonie avec tous les ingrédients qui font la particularité de la planète Terre, parce qu'en réalité, il n'y a pas de plan B. La Terre est la seule planète sur laquelle on peut vivre, donc c'est notre bien commun le plus important. Qu'est-ce qui a fait, Mounir Satouri, que vous vous engagiez auprès des écologistes ici en France? Comment est venue cette manne de l'écologie en vous? Alors c'est venu de manière progressive. Mon engagement a d'abord été un engagement sur les questions sociales, dans un parti de gauche, le Parti socialiste marocain, l'USFP, avant que j'arrive en France, puisque je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans et demi, et plus tard le Parti socialiste français, qui était la suite logique de mon cheminement intellectuel et de militant. Je quitte d'abord le Parti socialiste en France en 2001, après les élections municipales, parce qu'il y avait des divergences entre le secrétaire de la section PS à Chanteloup-Lévin que j'étais et la fédération du PS sur la manière dont la section a été traitée au moment des municipales. On n'était pas une priorité fédérale, on n'a pas été soutenu, etc. Et dans la même période, le Parti socialiste réfléchissait sur son programme pour 2002,
pour les élections présidentielles. Et la responsable programme de l'époque a dit à un certain nombre de personnes qui s'intéressaient à ces sujets-là que le droit de vote des étrangers ne serait pas mis au programme de Lionel Jospin. Oui. Et que par contre, dès que Lionel Jospin serait élu président, on le ferait. Et je crois que cette question sur le droit de vote des étrangers, et à l'époque, j'étais pas français, moi j'étais naturalisé. J'ai été naturalisé en 2002, et donc le sujet me parlait de manière particulière. J'étais secrétaire de section, directeur de la campagne, et ce renoncement-là était la goutte d'eau supplémentaire qui a fait que j'ai quitté le PS. Et comme dans cette campagne municipale, j'ai fréquenté les communistes, les Verts, je me suis lié d'amitié, ils me parlaient de leur vision du monde, on échangeait des livres, on passait certaines soirées après avoir tracté à discuter et à échanger sur les convictions des uns et des autres. Et j'y suis venu progressivement, j'ai été invité par l'élu local représentant les Verts à aller à des réunions, à me familiariser avec les thématiques de l'écologie. Et en fait, j'ai trouvé dans l'écologie un prolongement de mon engagement d'homme de gauche. J'ai trouvé en plus du partage des richesses, de l'équité, de la solidarité, j'ai trouvé la préservation de la planète pour nos enfants. J'ai trouvé la solidarité entre le Nord et le Sud. J'ai trouvé la notion de la dette climatique que l'Occident a envers les pays en voie de développement, puisque le modèle de développement en Occident a produit du gaz à effet de serre et met en difficulté des territoires lointains pour des gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas bénéficié de ce développement et de la prospérité qui a accompagné le développement des 30 Glorieuses. Bref, j'ai trouvé une voie naturelle qui fait que je ne renonce à aucune de mes convictions, mais à laquelle je rajoute des couches supplémentaires de citoyens du monde à l'aise avec son environnement et la préservation des ressources naturelles. Mounir Satouri, est-ce que finalement le président Macron, qui est en poste depuis maintenant 18 mois au pouvoir, en mettant Nicolas Hulot en tant que ministre de l'écologie, n'est-ce pas le meilleur signe qu'on ait eu depuis une quarantaine d'années ? Je ne sais pas si c'était un signe, c'était un super coup. Il est clair que faire rentrer Nicolas Hulot au gouvernement, à un ministère aussi important que celui de l'écologie et des solidarités, alors que d'autres présidents avant lui avaient essayé. Oui, ils ont tous essayé, c'est vrai que c'était un super coup, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que ça a produit. Et le départ de Nicolas Hulot a été un tremblement de terre pour la galaxie Macron sur ce sujet de l'écologie. En réalité, l'entrée de Nicolas Hulot au gouvernement de Macron, c'était tout le monde pouvait faire de l'écologie. Tout le monde pouvait attirer des écologistes reconnus qui ont fait preuve de leur conviction et de leur expérience. Et finalement, on n'aurait pas besoin d'un parti écologiste qui met l'écologie au cœur de son programme parce que tout le monde pourrait faire de l'écologie. D'autres l'ont cru. Il y a Nicolas Hulot, mais il y a eu Danny Cohn-Bendit et d'autres. Et c'est vrai que ça a été un peu perturbant pour nous, les écologistes, qui pensions qu'il faut un parti écologiste qui construit du rapport de force en politique et sur le terrain pour avoir des victoires écologistes. Mais la démonstration qui a été faite, c'est une démonstration parfaite de ce que nous, on pense à Europe Écologie Les Verts. Nicolas Hulot, quand il sort, il dit quelque chose de très important. J'ai cru que je pouvais y arriver. C'est pas possible. Le pouvoir est gangréné des lobbyistes et finalement je sors parce que je fais le constat que je ne peux rien changer. Et je trouve que cet enseignement-là est important et ça renforce notre responsabilité à nous, les écologistes de ELV, de construire une offre politique qui parle aux Français sur l'urgence du moment, l'urgence climatique et la nécessaire transition pour qu'elle fasse le meilleur score possible en France et en Europe, parce que c'est le niveau européen qui est le niveau pertinent sur les thématiques écologiques. Et plus les écologistes seront forts au Parlement européen, plus le groupe vert sera fort au Parlement européen, plus il pourra négocier pour que sur ces thématiques, on prenne les décisions nécessaires tout de suite et maintenant. Mounir Satouri, comment expliquer quand même que les écologistes, moi j'entends vos discours à chaque fois qui sont très intéressants, qui sont basés sur des faits bien précis, mais le peuple français dans les élections, vous faites pas plus de 5%. Ça dépend des élections. Régulièrement, Mounir Satouri, on va pas se mentir. Non, mais je vais répondre. D'abord, c'est variable en fonction du type d'élection. Dans les élections de liste,
proportionnelle à 2 tours, on peut être entre 5 et 10. Et dans les élections uninominales, que ce soit la présidentielle ou législative, on est autour de 5. Je crois qu'on a eu le mérite, nous, à Europe Écologie Les Verts, d'avoir mis depuis 20 ans dans le débat politique français les questions écologiques. On a aussi fait des erreurs. Par exemple, quelle erreur? Mais je pense que parfois, en affichant des divergences internes, et des divergences internes, il y en a dans tous les partis. Nous, on avait peut-être le défaut, par rapport à d'autres, de les afficher au grand jour, de faire de la transparence sur nos nuances, sur nos différences, alors que d'autres le gèrent en interne de manière un peu plus opaque. Ça, je pense sincèrement qu'on a fait un progrès extraordinaire sur ce sujet. Et aujourd'hui, à la veille de cette élection importante, tous les écologistes à Europe Écologie Les Verts sont au clair sur la stratégie, c'est-à-dire de l'indépendance de l'écologie politique au moment des européennes, et sont au clair sur le projet qui porte, la nécessaire reconversion. Indépendance européenne, pardon, c'est pas tout à fait le cas. Vous le savez très bien, Mounir Satouri. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire en matière d'écologie parce que justement l'Europe bloque et l'Europe. Non, mais c'est pas de cela que je parlais. Je disais qu'on a fait un choix stratégique qui est de ne pas s'allier avec des partis de la gauche. Alors Jean-Luc Mélenchon ne serait pas un bon porte-parole pour vous? Il avait un bon programme écologique pour les présidentielles, non? Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Mais beaucoup de partis politiques ont à la bouche les questions écologiques. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, tout à l'heure on a parlé de la République en marche, d'autres ont aussi le discours là-dessus. Je pense que nous, on a une différence minime mais qui change tout par rapport aux autres. C'est que tout le monde a mis du vert dans son programme. Mais nous, on pense que l'écologie est le cœur de toutes les politiques. Nous, on fait pas de l'écologie à côté d'un programme de développement économique ou à côté d'un programme social. On fait à travers un programme écologiste de l'économie, du social, du partage et de la fiscalité. Le paradigme est complètement différent. L'écologie n'est pas pour nous une partie de notre programme, c'est le cœur de la transformation sociale et sociétale qu'on porte. Et c'est une différence très importante. Mounir Satouri, il y a un exemple concret là. On sait qu'en ce moment, avec les chaleurs qui sont quand même anormales pour un mois de février, que l'on voit en ce moment à Paris, ces pics de pollution par exemple, on voit le stationnement qui est gratuit, etc. On n'est pas capable de mettre en place une circulation alternée. On n'est pas capable de répondre à cette problématique de la pollution à Paris et dans les grandes villes aujourd'hui. Pourquoi? C'est un manque de courage. C'est quoi selon vous, Mounir Satouri? Et qu'est-ce que vous proposez vous? Pour pallier à ce problème, parce que c'est un problème qui nous concerne tous, c'est l'air pourri qu'on respire, quoi. Bien sûr. D'abord, l'air n'est pas pollué parce qu'il fait beau ou que les températures augmentent. L'air est pollué d'abord parce qu'il y a de la pollution. Oui, ça c'est sûr. Oui, il faut le rappeler. On ressent davantage quand il fait. On ressent plus les pics de pollution avec des températures comme quand on a depuis 3-4 jours. Mais le problème au départ, c'est qu'on a des émissions. Le problème au départ, c'est que nos modes de transport obligent un certain nombre de nos concitoyens à prendre la voiture parce que l'offre de transport alternative n'existe pas et que les véhicules polluent. Et qu'on les a pas suffisamment aidés alors qu'au départ, dans les années 70, on les a poussés à être dans la voiture individuelle et diesel. Les mesures existent, mais c'est le manque de courage politique, et j'en parlais tout à l'heure. Ceux qui, aujourd'hui, sont en situation de prendre des décisions, maintenant, tout de suite, sur cette question de la pollution, pourquoi ils le font pas? Alors qu'avant-hier, quand ils se sont présentés à l'élection, ils avaient dans leur programme les questions écologiques. C'est la question de la sincérité dans l'engagement de mettre en place des solutions radicales sur ces sujets. Vous parliez, et à juste titre, de circulation alternée et de gratuité. Depuis que Valérie Pécresse est présidente de la région Île-de-France, la gratuité des transports en commun pendant les pics de pollution n'existe plus. Oui, c'est vrai. Elle a supprimé cela. C'est une décision politique concrète. Vous voyez, quand les écologistes co-géraient avec le Parti Socialiste la région Île-de-France, il y avait gratuité pendant les pics de pollution. Quand les écologistes co-géraient la région Île-de-France avec le Parti Socialiste, il y avait circulation alternée. Oui, mais les écologistes qui ont quand même pris un peu de pouvoir depuis que surtout qu'Anne Hidalgo est là, avec son équipe, on a vu quand même qu'il y avait un peu plus d'écologie présent au sein de la mairie de Paris, et pourtant les changements on les voit pas. Hein. Sauf que sur la question de l'air,
et des transports. C'est pas Anne Hidalgo et les élus écologistes de Paris qui sont compétents, c'est Valérie Pécresse et les élus LR de la région Île-de-France. Ouais. Et il faut l'expliquer aux gens. Non mais d'accord, monsieur Satouri, mais moi je reviens à Jean-Luc Mélenchon parce que vous avez fait mine de pas comprendre ma question, je pense. Mais quand vous avez un candidat de la France Insoumise qui vous propose des choses concrètes, notamment sur les centrales nucléaires, il proposait lui de les changer, de modifier complètement toutes ces fameuses centrales pour. Oui, nous on propose la sortie du nucléaire. Ouais, bah lui aussi. Mais nous on propose la sortie du nucléaire parce que on préfère largement dépendre du vent, de l'air et de l'hydraulique et des panneaux solaires du soleil que de dépendre des centrales nucléaires qui peuvent à tout moment exploser et créer des grands dégâts non seulement pour l'environnement mais aussi pour la santé du vivant. Globalement, les êtres humains, les animaux, toute forme de vie, à plusieurs kilomètres à la ronde, quand une centrale a un problème, il n'y a plus rien. Allez voir au Japon, autour de Fukushima, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vivant autour. Ouais. Et donc, on pense qu'il faut faire la transition écologique et qu'il faut développer les énergies renouvelables et en parallèle mener les politiques qu'il faut pour économiser l'énergie. Parce que la meilleure énergie, la plus importante, c'est celle qu'on n'a pas besoin de dépenser. Et donc tout à l'heure, vous parliez de passoires énergétiques. Si on isolait 500 000 logements en France, on ferait faire des économies pour la fin de mois des personnes en difficulté et en plus on économiserait du CO2 et on émettrait beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère. Bah il y avait c'est quand même encouragement gouvernemental qui pour 1 euro pour ceux qui ne payaient pas d'impôts pouvoir bénéficier justement d'une le fait de renforcer en matière d'isolation sa maison. Oui. Voilà, c'est une bonne chose ça. Le gouvernement actuel par exemple il y a quelques semaines, quelques mois a baissé les aides fiscales pour changer ses fenêtres en double vitrage ou en triple vitrage. Donc il y a le discours, il y a les actes. Ouais. Et sur les questions écologiques, souvent le discours vous le trouverez dans la bouche de tout le monde, mais les convictions vous les trouverez pas dans le cœur de tous les acteurs politiques. Mais parce qu'il y a un élément important que peut-être que vous oubliez, c'est le poids de l'argent. Quand on voit aujourd'hui les pays les plus pollueurs aujourd'hui sur la planète, ils en ont absolument rien à foutre, pardon de vous le dire. Ils se contentent de continuer de polluer tranquillement et personne ne leur dit rien. Vous avez raison. C'est un constat, monsieur Satouri. Mais c'est un constat avec lequel je suis entièrement d'accord. Vous avez raison. Les difficultés sociales et écologiques qu'on traverse aujourd'hui en France, mais aussi dans le monde, ne sont que le résultat direct d'un système libéral dingue qui roule à toute vitesse vers le néant et qui nous conduit tous au mur. On a laissé se mondialiser un système libéral qui appauvrit les populations et qui dégrade l'environnement. Et donc il faut sortir de ce libéralisme financier et il faut faire autre chose. Et notre horizon, c'est la société écologique dans laquelle on retrouve du sens, on travaille à côté de chez soi, on ne se déplace pas inutilement, on vit dans des logements qui sont isolés, on a un emploi qui a du sens et on préserve sa santé et l'environnement et la biodiversité. Monsieur Satouri, l'écologie permet de réconcilier tous ces enjeux-là en même temps. Vous êtes avec nous et en direct jusque 17h40 dans l'entretien du LGF. On va voir si les écologistes ont aussi un programme sociétal, c'est important. Et on verra justement, on en parlait là, on a commencé à en parler, les fameux accords de Paris. Vous avez vu ce qu'il en a fait, Trump? Voilà, il a pu s'en défaire tranquillement et voilà. Donc finalement tout ça pour ça, quoi, j'ai envie de dire. On continue d'en parler, mais vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous êtes candidat pour les européennes. On va en parler de ces fameuses européennes. Pourquoi il faut voter Europe Écologie Les Verts selon vous? Avec nous, Mounir Satouri, qui est un invité du LGF pour cet entretien du LGF sur France Maghreb 2 en ce lundi. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 et bien à l'écoute de l'entretien du LGF de ce lundi. Notre invité, il est écologiste, il s'appelle Mounir Satouri, il est candidat pour Europe Écologie Les Verts pour les européennes 2019. Le vote, ça sera pour le mois de mai. Alors, on en parlait avant la pub, monsieur Satouri. On se souvient de ce grand rassemblement à Paris, la COP 21. Qui avait suscité beaucoup de monde. On se souvient des satisfactions de Laurent Fabius qui avait terminé d'ailleurs cet exercice en larmes en obtenant ces fameux accords. Et 3 ans après, Mounir Satouri, on en est où?
À la COP21, la prise de conscience était énorme. Il y a beaucoup d'espoir qui a été suscité. Mais les engagements pour limiter l'augmentation des températures, avant que ça ne soit trop tard, ne valent que si chaque État respecte les engagements de limitation des émissions qui sont les siens. Oui. Le problème de l'accord de la COP21, c'est pas l'accord en tant que tel, c'est son non-respect. Alors, le plus grand recul, c'est celui des États-Unis avec l'arrivée de Trump qui a dénoncé donc l'accord et qui est sorti de l'accord de la COP21. Ouais. Mais on n'est pas mieux que certains. Aujourd'hui, la France. Mais qu'est-ce que vous ferez, vous, par exemple, si vous êtes peut-être au pouvoir demain, qu'est-ce que vous faites pour convaincre Trump qu'il en a absolument rien à faire? Non mais d'abord, il faudrait que nous on respecte nos engagements. Ouais. D'abord, nous, il faut qu'on respecte nos engagements. Qu'est-ce que la France ne respecte pas, concrètement? La France, aujourd'hui, ne respecte pas la limitation des émissions de gaz à effet de serre qui était dans la COP21. Ouais. On émet 6% de plus que ce à quoi on s'est engagé. Donc, il faut qu'il y ait un respect strict et une accélération de la transition énergétique et une limitation des émissions en France, en Europe, et il faut que l'Europe soit forte sur la question écologiste et qu'elle se serve de tous les leviers qui sont les siens dans la négociation internationale pour qu'on limite les émissions. La France tout seule ne peut pas grand-chose, mais l'Union européenne, forte de ses convictions et respectant ses engagements et accélérant la transition énergétique, peut changer la donne à travers le monde. Monsieur Satouri, aujourd'hui on est dans une politique qui a quand même quelque peu changé par rapport à ces 30 dernières années où à l'époque on nous encourageait à acheter du diesel parce que ça consommait moins, parce que ça polluait moins aussi selon certains. Aujourd'hui on est en train de refaire marche arrière, c'est-à-dire qu'on incite les gens à ne plus acheter diesel mais acheter plutôt de l'essence, voire des voitures hybrides. Concrètement, aujourd'hui, par exemple, on sait qu'en 2030, il y a cette possibilité qu'on interdise totalement les voitures diesel dans Paris. Ça paraît inaccessible aujourd'hui. Comment vous demandez à quelqu'un qui gagne très peu de pouvoir changer sa bagnole, même s'il y a eu des aides mises en place? Il y a quand même une volonté, mais on voit qu'on n'arrive pas quand même au bout. On a cette volonté, on a cette envie de faire bien en matière écologique, mais on ne trouve pas les solutions finalement. Oui, vous avez entièrement raison. L'importance du diesel dans le parc automobile français n'est pas par hasard. Il y a des choix industriels dans les années 70 soutenus par une volonté politique qui a fait que le diesel s'est développé dans notre pays. Ouais. Et on a piégé les Français dans le diesel. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé le dit, vous voyez, c'est pas les écologistes. Ouais. On pourra pas taxer l'Organisation mondiale de la santé d'être en complaisance avec les théories écologistes. L'OMS dit tous les ans dans notre pays 50 000 morts anticipées à cause du diesel. Le diesel émet ce qu'on appelle les particules fines qui sont la cause de maladies respiratoires et qui mettent en difficulté les plus fragiles. C'est pas par hasard que pendant les pics de pollution, on recommande aux enfants de ne pas sortir dans la cour de récréation, aux personnes âgées de ne pas faire d'efforts, de ne pas marcher à pied, etc. Donc il y a un vrai sujet de santé publique. Et donc il faut sortir du diesel. Mais nous, on n'est pas pour punir les Français qui ont été piégés par l'industrie automobile française et par les hommes politiques et les femmes politiques françaises. Nous, on souhaite qu'il y ait un accompagnement de cette transition. Notre réflexion depuis le début, et on le dit depuis 20 ans, c'est tout ce qu'on récolte lié à la fiscalité écolo doit être reversé aux Français. Et donc, on pourrait, si on faisait ce choix politique, consacrer 4,5 milliards à l'aide aux Français pour la conversion, pour changer leur voiture sur des voitures qui n'émettent pas les particules et des voitures qui consomment moins. Et donc là, vous voyez le lien entre la santé publique, la fin du monde et la fin du mois, et les 4,5 milliards qui restent pour faire des investissements massifs dans les transports en commun, dans l'isolation des logements, etc. Vous savez, les hommes politiques français, les productivistes de gauche et de droite d'ailleurs, ont lancé la stratégie TGV. C'était quoi le corollaire de sa stratégie TGV? Pendant qu'on faisait les lignes de TGV pour aller toujours plus vite et relier les grandes métropoles entre elles,
on a laissé se fermer des petites lignes, des petites gares, se dégrader le transport du quotidien. Et vous voyez, les écologistes, ils veulent revenir au quotidien, ils veulent revenir au concret et ils veulent revenir à l'utile. Personne ne prend le matin son véhicule individuel pour faire 1h30 de transport, de route et d'embouteillage par plaisir. On a concentré tous les emplois au même endroit. En France, on a tout concentré à La Défense, à Paris et en petite couronne. Pourquoi il n'y a pas d'emploi en grande couronne? Pourquoi est-ce que les habitants de Mantes-la-Jolie ou de Melun sont obligés de faire 1h30 de déplacement alors qu'on pourrait décentraliser les emplois sur tout le territoire? Pourquoi on ne fait pas un maillage? Pourquoi on ne revient pas au territoire? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de développement massif des transports en commun? Pourquoi quand on habite l'Île-de-France, pour aller dans le 94, quand on habite le 78, on est obligé de passer par Paris? Pourquoi il n'y a pas des liaisons entre les banlieues, entre elles, pour éviter de perdre du temps inutile dans les transports? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de stratégie de la part des décideurs politiques et qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires pour cela. On a les politiques qu'on mérite. Et donc les écologistes, ils portent des solutions concrètes qui répondent aux problèmes des quotidiens de nos concitoyens. Et si on arrivait on était en situation demain de prendre les décisions, on sait exactement quel est le plan vert pour sortir des difficultés du quotidien. Emmanuel Macron a-t-il bien fait d'évacuer Notre-Dame-des-Landes? Je crois que avec l'entrée de Nicolas Hulot dans son gouvernement, avec cette prise de guerre dont j'ai parlé tout à l'heure, Emmanuel Macron avait besoin d'un symbole. Et c'est vrai que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et la lutte de 40 ans des écologistes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes était une lutte symbolique. Et donc il a pris ce symbole. Mais les symboles n'ont jamais suffi à changer la réalité quotidienne des gens. Donc moi je suis plutôt content qu'on soit revenu sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais en Ile-de-France, on veut développer l'aéroport de Roissy. En Ile-de-France, ils sont en train de vendre au privé ADP, alors que l'entreprise ADP qui appartient à l'État rapporte de l'argent. On veut vendre ce bien commun et on veut continuer à faire du gigantisme. Pourquoi il n'y a pas le fret ferroviaire? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de subir des centaines et des centaines de camions qui traversent nos campagnes et nos villages pour transporter des marchandises alors que les lignes ferroviaires sont vides? Dites-moi quelle est la raison, à part des intérêts individuels, du lobbyisme et du renoncement et du manque de conviction des hommes politiques. Il n'y a pas d'autre raison que cela. Un autre monde est possible, un autre monde meilleur est accessible et il est à notre portée. Il suffit d'avoir le courage de prendre les décisions qui s'imposent. Mounir Satouri, est-ce qu'il n'y aurait pas un véritable engagement à prendre vis-à-vis de ces gens que l'on a mis délibérément en danger? Je parle de nous, de la France, mais on n'est pas les seuls. En allant faire nos essais nucléaires, par exemple en Algérie, et on a constaté qu'il y avait beaucoup de cancers par la suite, des problèmes de thyroïde notamment, qui seraient liés, bien sûr, à ces essais nucléaires. Est-ce qu'il est peut-être pas temps maintenant de réparer nos erreurs du passé? Bien sûr. Et de quelle manière? Je crois que on a une dette climatique et environnementale envers un certain nombre de peuples. Vous parlez des essais nucléaires en Algérie, mais il y en a eu ailleurs. Mais j'ai parlé tout à l'heure des dégâts environnementaux que provoque le réchauffement climatique. On commence ici à percevoir le réchauffement climatique. Vous l'avez dit, on est au plein hiver, on a des températures de 18 degrés. Ce qui est complètement anormal. Ouais. C'est anormal. Dans certains pays, il y a la désertification. Il n'y a plus de pluie. Il y a la sécheresse. Ouais. Les personnes ne peuvent plus manger. Et le réchauffement climatique, on est en partie responsable. Et le réchauffement climatique n'est pas sorti de nulle part. Le réchauffement climatique, il est dû au modèle de développement qu'a eu l'Occident pendant une trentaine d'années et qui crée des dégâts. On ne peut pas ne pas être en responsabilité et en solidarité. Nous appartenons à la même communauté de destin sur cette planète et nous devons trouver le moyen ferme, réel et opérationnel pour aider toutes ces populations. Parce que si on n'aide pas les pays africains à
passer le cap des dégâts climatiques qu'ils ont. Si on les aide pas à se développer, mais avec un modèle de développement qui n'est pas celui des erreurs que nous on a commis. Moi, je souhaite que l'Afrique se développe, que le Maghreb se développe, mais pas en reproduisant les mêmes erreurs. Et donc, il faudrait qu'ils évitent ces erreurs-là et qu'on les aide, y compris financièrement, pour développer le solaire, et il y a beaucoup de soleil dans ces pays-là, pour développer le ferroviaire. Mais c'est pas ce qu'on fait, monsieur Satouri, justement. On va faire nos saloperies encore là-bas. Mais c'est ce que on est entièrement d'accord. Je suis en train de vous dire de ce qu'on doit faire et de ce que les écologistes pensent qu'on doit faire. Ouais. Mais on est dans un système démocratique. Si demain, les citoyennes et les citoyens ne votent pas massivement pour la liste écologiste en France et pour les autres listes écologistes en Europe, ce programme ne peut pas être porté. Ouais. Et nous avons fait la démonstration sur un certain nombre de points que quand les écologistes étaient en situation, eh ben, ils savaient prendre des décisions courageuses. Je peux vous citer sur un certain nombre de sujets écologiques. Sur la pêche industrielle en eau profonde ou la pêche électrique, sur la transition écolo, etc. Mais même sur le plan géopolitique, les écologistes en Europe sont les seuls nous sommes les seuls à être contre les armes, la vente d'armes dans le monde. Ça, on ne peut pas ne pas assumer notre responsabilité sur les déstabilisations qu'a un certain nombre de régions, alors qu'on laisse l'industrie d'armement en Europe vendre les armes aux uns et aux les autres, et avec tous les dégâts que ça produit. Lorsque il y a eu la problématique de la guerre au Yémen, les écologistes en Europe se sont opposés à la vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Et il se passe un drame sans qu'on s'en préoccupe, entre autres parce que l'industrie de l'armement européenne livre des armes qui tuent à l'Arabie Saoudite, et parce que les décisions courageuses ne sont pas prises. La transition écologique et la sortie du pétrole, c'est aussi la fin des conflits au Moyen-Orient qui sont à la base des conflits autour du pétrole et autour de l'enjeu du pétrole. Et donc, vous voyez, si demain, on dépendait beaucoup plus du solaire, de l'énergie éolienne, de l'énergie géothermique, et que le poids dans le développement mondial du pétrole baissé, peut-être que certains enjeux aujourd'hui n'auraient plus la même portée demain. Et donc vous voyez que la conversion écologique, ça apporte des réponses immédiates pour nos concitoyens aujourd'hui en France. Bien près du micro, monsieur Satouri, s'il vous plaît. Ça apporte des solutions concrètes à nos concitoyens en France et en Europe. Ouais. Ça permet de construire des rapports différents entre nous et les pays du Sud. Et ça peut aussi régler de manière indirecte, de facto, un certain nombre de problèmes géopolitiques qui empoisonnent l'existence du monde dans un certain nombre de régions. Les écolos auraient répondu de quelle manière s'ils étaient au pouvoir aux Gilets jaunes? D'abord, nous, on a entendu. On a entendu... Ça d'accord, tout le monde entend, on est forcé de l'entendre, Marquet. Mais la réponse, elle est simple. La demande des Gilets jaunes, c'est une demande de justice sociale et de justice fiscale. Ouais. Et pourquoi le président Macron et le gouvernement s'en sortent pas? Parce qu'il y a des décisions qu'ils veulent pas prendre. Pas vous, les écolos, vous êtes pour les taxes, hein, justement, non? Ah non. Comment ça, non? Pas forcément. Ça dépend. Vous les taxez pour que ça soit écologique. Il faut bien de l'argent, il faut bien taxer les gens. Mais tout ce qu'on récolte, on le redonne. Ouais. Mais tout ce qu'on récolte, on le redonne. C'est quoi l'impôt? L'impôt, c'est ce qui permet de financer notre vie commune, ce qui permet de financer les services publics. Et donc, on ne peut pas prélever l'impôt, réduire le service public. C'est un problème de sens. Pourquoi les gens râlent? Parce qu'ils ont l'impression qu'on leur prend de l'impôt et qu'on leur donne pas les services dont ils ont besoin. On est aujourd'hui le pays des déserts médicaux, alors qu'on matraque fiscalement les gens. Et donc, vous comprenez que quand vous habitez dans la Creuse et que vous voyez les maternités fermées, les hôpitaux se vider, et qu'en même temps on augmente vos impôts quand on baisse ceux des riches, il y a de quoi dire c'est pas normal, je veux ne plus être l'invisible, l'inaudible, je mets mon gilet jaune et je sors dans la rue exprimer ma difficulté. Et donc il faut répondre sur quel est notre projet commun, comment on le finance et quelle contribution apporte chacun. Et c'est vrai que c'est incompréhensible qu'on baisse l'ISF,
quand on matraque les retraités qui gagnent à peine 1200, 1300 euros. Donc, le président Macron et le gouvernement ont entendu un certain nombre de choses, mais ils sont incapables de changer leur modèle. Ils ne veulent pas changer de feuille de route. Et en fait, vous savez, c'est quoi le problème? C'est qu'en réalité, la politique libérale de Macron n'est pas compatible avec l'attente de la majorité de la population. Et donc, on a un problème avec le libéralisme. Et vous savez pourquoi je suis candidat aux européennes? Je suis candidat aux européennes avec Yannick Jadot, Karim Adeli, Michel Rivasi, Marie Toussaint et David Cormand. J'ai parlé des 7 premiers, Damien Carême, le maire de Grande-Sainte, j'ai parlé des 7 premiers de notre liste, mais tous les autres, parce qu'on n'a pas envie que le match se résume entre l'arnaque libérale de Macron, entre l'arnaque libérale, parce que la promesse, au début, elle était belle, et les Français se sont rendus compte qu'en fait, ils se sont fait avoir. Et le hold-up populiste possible de Le Pen. Et l'un comme l'autre, ils font tout ce qu'il faut pour dire, c'est soit l'un soit l'autre. Entre nous, il n'y a rien d'autre. Et nous, on a envie de dire que entre l'arnaque libérale de Macron et le hold-up populiste de Marine Le Pen, il y a un truc qui s'appelle l'écologie. Il y a un truc qui s'appelle l'écologie. Il est non violent, il est concret, il est pratique, et il est opérationnel tout de suite. Donnez la main aux écologistes en Europe. Du coup, vous avez répondu à ma question. Ce pourquoi il fallait voter Europe Écologie Les Verts pour les européennes. On a bien compris, Mounir. Dernière question. Quel est, d'après vous, d'après vos constatations, le meilleur élève du Maghreb en matière écologique? Les pays qui seraient en tout cas les plus engagés dans cette matière? Franchement, je vais vous dire. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Mais je vais vous dire quelle est mon envie, mon engagement en la matière. Le Maghreb uni, peut être une formidable chance pour cette partie du monde. C'est formidable comment vous détournez ma question. Hein. Peut être une formidable chance d'accélérer la transition et d'être l'interface entre l'Europe et l'Afrique et d'être le trait d'union entre l'Europe et l'Afrique. Quel est le meilleur élève? On a aujourd'hui sur ce territoire-là plein de forces. Ouais. La première, c'est la jeunesse du Maghreb. Et l'aspiration de la jeunesse doit être soutenue dans tous les pays. Et les pays du Maghreb doivent trouver le moyen de s'entendre autour d'un grand projet. De gaz à effet de L'Union serre en européenne, Algérie, c'est bien? L'Europe, l'Union européenne, la communauté européenne s'est construite autour de la notion du charbon et de l'acier. C'est parce que l'Europe a eu un projet commun que les peuples ont pu, en sortant de la guerre, construire de la coopération, de la prospérité et la paix. Le Maghreb aujourd'hui peut, autour de l'énergie solaire, peut autour de l'éolien, parce qu'il y a une façade maritime intéressante, et autour de la conversion écologique, avoir entre les mains le projet collectif qui peut réunifier les peuples et apporter une prospérité non seulement pour le Maghreb, mais pour l'Afrique tout entière. Je vais vous aider à répondre à ma question. Entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, par exemple, quels sont les meilleurs pays qui respectent l'écologie? Alors, quand je dis ça, on parle de volonté aussi, d'essayer de mettre de l'écologie. Maroc, Tunisie, Algérie, quel est le meilleur élève? Écoutez, on parle de gaz à effet de serre en Algérie. L'Algérie est un pays producteur de gaz et de pétrole. Oui. Donc je pense que parce que c'est un pays producteur et parce que cette matière première est pas chère, que la marge de progrès que l'Algérie doit faire est plus importante. Quand on n'a pas la ressource naturelle, donc c'est le moins bon élève. Mais je vous donne raison. Je ne connais pas la réponse. Hein. Je ne connais pas la réponse et j'assume de pas la connaître. Mais franchement, ce que je vous ai dit sur ce que la transition écologique peut créer comme rassemblement entre les peuples du Maghreb dans l'optique d'accélérer cette transition, ça peut être formidable pour la jeunesse, pour la création d'emplois, pour la préservation de la planète et pour le rôle de trait d'union que le Maghreb est en droit de jouer entre l'Europe et l'Afrique. Monsieur Satouri, merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir mis un peu d'écologie, ça fait du bien, c'est rare. En tout cas, dans les médias, d'entendre votre parole, et on va l'entendre davantage puisque vous êtes candidat Europe Écologie Les Verts pour l'Europe, et vous êtes obligé de reconnaître comme moi qu'il y a du boulot pour convaincre. Oui, c'est vrai, mais on a de la conviction et on a l'urgence écologique nous oblige à y croire et à tout faire pour y arriver. À très vite et bonne chance. Merci à vous. Dans un instant, le grand débat, messieurs, dames. Vous avez peut-être des choses, en écoutant Mounir Satouri à nous proposer en matière du grand débat.
parce que vous avez des choses à faire valoir, à proposer, eh bien, on vous écoute dans un instant. 01 40 39 000, alors que notre écologiste de l'équipe, Philippe Bouriachi, va nous dire dans un instant si Mounir Satori a été bon. S'il a réussi son entretien, d'après toi, Philippe, hein. Non, mais là, Quoi je suis un passionné et Mounir pour moi est un grand frère, est un modèle. Donc donc t'es pas objectif. Non, je serais absolument pas objectif. D'accord. Par contre, moi, je veux bien répondre à la question que tu as posée. Ouais. Je suis pas le plus grand spécialiste du Maghreb, mais en tout cas, je crois que le Maroc a quand même pris un léger avantage sur les trois. Et il a raison sur le fait de nous, à Europe Écologie Les Verts, on travaille énormément sur l'Euromède. L'Euromède Europe Méditerranée, hein. Et puis en même temps ça fait une très belle transition pour le remède du monde et je pense que on a tout intérêt à ce que le Maghreb uni travaille main dans la main, parce que il y a des intelligences de part et d'autre, en partant du Maroc, en allant jusqu'à la Libye. Je crois qu'il faut pas oublier la Libye, mais effectivement, quand tu produis du gaz et du pétrole pas cher, tu te soucies pas trop de l'après. Et il faut vraiment prendre, là du coup, je vois moi à Ouarzazate, la station Nour, elle est juste extraordinaire. Je l'ai visitée, je suis resté, mais vraiment la bouche bée sur cette rapidité et sur cette fonction intéressante que le solaire peut produire. Il a parlé de l'éolienne marin, des hydroliennes, parce que sur l'Atlantique, le Maroc a quand même 3500 mètres carrés, 3500 km de côte, en prenant sur l'Atlantique et la Méditerranée. Et ben, si tu combines tout ça, le solaire, en plus, la denrée inépuisable, inégalable à l'infini, et je rappellerai aussi qu'on peut sortir du pétrole en passant par l'hydrogène, et l'hydrogène se fabrique avec des panneaux solaires. Bon, allez. Merci beaucoup, mon Philippe. Dans un instant, le grand débat avec vous, auditrices, auditeurs. C'est jusqu'au 15 mars, hein, ce grand débat. Donc, chaque jour, on y consacre un petit moment. On écoute vos doléances, vos propositions, que l'on transmettra à l'Elysée à l'issue de ce grand débat. 01 40 33 9000, à vous de jouer, parce que vous avez des choses à faire valoir, des choses à dire. Eh bien, dites-les. Et elles seront transmises. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, messieurs, dames, avec le grand débat et notre Philippe Bouriachi qui sera également demain avec nous. Demain, tu seras avec Gamal Abina. Tu seras avec Audrey Pronosti. J'en suis déjà ravi. Ouais, voilà. Donc une belle équipe demain, sachez-le. Entre 16h et 18h. Le grand débat, chaque jour sur France Maghreb 2. Oui, parce que le grand débat, c'est important. On en prend part, bien sûr. Il ne s'agit pas de le cautionner et de ne pas le cautionner. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'il va en devenir par la suite. Non, il s'agit simplement d'y participer. Il s'agit aussi de vous écouter. Que le peuple puisse s'exprimer, nous proposer en la manière la plus simple, c'est-à-dire en nous appelant à la radio chaque jour au 01 40 33 9000, en proposant, tiens, parmi les dernières propositions que j'ai eues, celle de Anissa Mziti, chroniqueuse du LGF, qui nous propose une requalification juridique de l'islamophobie, parce qu'on le sait, l'islamophobie, c'est un délit, mais sauf que dans les faits, on est très loin, bien justement, des condamnations, des punitions quand on parle d'islamophobie. Donc elle propose une requalification juridique, elle, Anissa Mziti. Hakim, qui est un auditeur, qui nous dit Paris, suppression des territoires de la métropole du Grand Paris. Ça, c'est une proposition d'Hakim. Ça te parle, Philippe, ça? Ça relance le fameux millefeuille administratif. Tu as la commune, tu as les territoires, tu as le département, tu as la métropole et tu as la région. Ça va, quoi. Et souvent, tu retrouves les mêmes élus. Alors, il y a les élus institutionnels, puisque la loi sur le cumul des mandats prévoit que 2 mandats effectifs, sauf que pour le territoire et la métropole, comme c'est pas des suffrages directs, par exemple, prenons le cas de la maire de ma ville, Mme Jeannadet, elle est maire, conseillère départementale, vice-présidente au T12 et conseillère métropole du Grand Paris. Et puis on a une proposition de Choukri tout à l'heure, qui nous a donné sa proposition de Nanterre, que lorsqu'on a été locataire d'un appartement HLM depuis 25 ans, on en devient propriétaire. Ça, c'est une proposition aussi concrète. Nasser est avec nous au 01 40 39 000, il a certainement aussi une chose à faire valoir. Bonsoir Nasser, vous nous appelez d'où? Bonsoir Christophe, bonsoir à ton invité. Je vous appelle du Val-de-Marne, mais j'habite Melun. Ah, d'accord, en Seine-et-Marne. Voilà. Moi, j'aurais une proposition. Je reste aujourd'hui dans le thème de l'écologie. Ah bah très bien, ça va faire plaisir à notre invité. Je me suis un peu ennuyé avec votre invité parce que pourquoi il parle avec une langue de bois, donc pour une nouvelle génération, je supporte pas ça. Mounir, vous êtes langue de bois. Il est encore là, hein, Mounir. Mounir, vous avez été langue de bois selon notre auditeur. Voilà. Et j'avais une proposition concernant les mutations. On a beaucoup de personnes qui viennent
du 77 pour travailler dans le 94 et d'autres et inversement, alors qu'on pourrait faciliter les mutations dans les grandes entreprises. Et déjà, on pourrait vachement réduire le nombre de déplacements. Là. Alors, je veux bien, mais alors faites-moi une proposition simple que je puisse écrire et que ça puisse avoir de la gueule. Faciliter les mutations en interne dans les grands groupes, parce que ils demandent de l'ancienneté qui va de 1 an à 3 ans, alors que on fait le même travail qu'on soit dans tel ou tel département. Quand on exerce un métier, je veux dire, ça change rien pour une grande entreprise. Très bien, c'est concret. Merci beaucoup, mon Nasser. À bientôt. Je vous suis tous les jours, Christophe. J'aime beaucoup ton émission. J'aurais préféré que tu fasses une spéciale, ce qui est par rapport à ce qui se passe en Algérie. Oui, mais non, parce que oui, on va en faire une, bien sûr, mais on attend parce que il y a des choses qui vont bouger certainement, du moins on l'espère, et on fera en fonction. Tu sais, on n'est pas à la recherche du buzz, hein. On réagit effectivement dans l'instant T parce que c'est l'actualité. Non, mais voilà, ne faisons pas. On va pas faire de sensationnalisme autour de ce sujet qui est très important, et l'Algérie nous tient tous à cœur. Pas du tout, Christophe. Moi, franchement, je félicite le peuple algérien parce que ils ont su descendre dans les rues et de manière pacifique, comme l'a fait le peuple du Rif. Donc je soutiens. Absolument. Merci Nasser, à bientôt, et continue de nous écouter et de participer aussi, c'est important. Merci beaucoup. Ah, tiens Philippe, sur cette proposition de Nasser qui nous propose de faciliter les mutations dans les grandes entreprises. C'est une bonne chose ça, non ? Alors, il faudrait que ça soit légiféré, parce que le souci, c'est qu'il n'y a pas d'accord trans entreprise là-dessus, mais ça répondrait concrètement au problème de transport, justement, quand on habite Melun, comme lui par exemple, et qu'on travaille, je sais pas, à l'autre bout de Paris, à la Défense. Si on a une antenne de cette entreprise qui est en Seine-et-Marne, un peu plus proche de chez lui, ça pourrait être plus pratique, quoi. Bien évidemment, la mobilité interne des entreprises, elles ont tout à y gagner. Lorsque tu as un collaborateur qui, au lieu de faire 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour, ça fait 3 heures au bas mot quand tout se passe bien, à la fin de la semaine, ton collaborateur, il est un petit peu moins frais et dispo. Voilà, c'est ça. Faudrait aussi voir comment les entreprises peuvent, comment on pourrait, inciter les entreprises à favoriser aussi le télétravail. Mais ça remet aussi la confiance. Alors moi, j'ai vu un reportage cette semaine sur une chaîne dont je citerai pas le nom parce qu'elle est concurrente à France Maghreb. Non, c'est une chaîne de télé. Mais pas de concurrent. Non, je plaisante. Non, je voulais juste dire que les entreprises qui sont passées au télétravail ont vu un gain de productivité de 50% c'est logique. De leurs collaborateurs. C'est logique en même temps. Méziane, salut Méziane. Oui, salut à vous, salut Christophe, salut à tes invités, à tout le monde. Alors mon Méziane, proposition pour ce grand débat. Oui, moi je vais vous dire, de toute façon il n'y a rien qui va changer avec le grand débat. Non, mais Méziane, je te demande pas si ça rien va changer, je te demande de proposer, arrêtez de critiquer. Je propose, mais je fais un préambule. Ouais. Parce qu'il suffit pas de répondre comme un référendum oui ou non, parce que c'est plus complexe. Bon, alors qu'est-ce que tu proposes toi concrètement? Donc, moi je propose qu'on arrête cette Europe là, déjà, la communauté européenne, là, le marché européen, dans le sens avec les comment on appelle ça, la constitution telle qu'elle est faite. Parce qu'il n'y a aucune harmonisation fiscale. Et lorsqu'on dit il y a des problèmes pour les services publics, ça vient de l'Europe. Parce que l'Europe, on dit il faut privatiser. Et à partir de là, lorsqu'on veut faire du service public dans un pays comme la France, on est en train de perdre tous les services publics au profit des multinationales et des privatisations. Et tant que si on va vouloir, par exemple, il faut de l'argent pour ça. Si on taxe les riches, ils vont se barrer là où les impôts sont moins chers. Donc, en fin de compte, on tourne en rond. Donc, il faut une harmonisation fiscale ou se barrer de l'Europe. Voilà. Donc, voilà ce proposition concrète, Méziane, c'est harmonisation fiscale ou sinon pas d'Europe. On fait pas partie de la communauté européenne. Harmonisation fiscale parce qu'on nous dit que si on taxe trop les riches, ils se barrent. Ouais. S'ils sont taxés de la même façon ailleurs, ils se barreront pas. Donc l'argent restera en France. Harmonisation fiscale au niveau européen. On est d'accord. Au niveau européen, si c'est pas possible, comme je crois que ça va pas être possible, parce que c'est des égoïsmes nationaux,
eh bien à ce moment-là, quitter le marché européen. Bon, merci Méziane. Frexit. Ouais, Salut. j'ai compris que t'étais du parti d'Asselineau, toi. À bientôt. Salut mon Méziane. Non mais on vous a repéré les gars. 01 40 33 9000 en même temps. Voilà, c'est de bonne guerre. Vous faites passer votre message, y a pas de souci. J'en prends une petite dernière pour ce soir. Allô, qui est là? Bonjour Christophe, si je peux donner une proposition. Bonji de Marseille, proposition de Bonji. Oui, alors ma proposition, c'est l'abrogation de la loi du 15 mars 2004 sur le voile à l'école. En fait, c'est les religieux, mais en vrai, c'est le voile. D'ailleurs, qu'on a détaillé dans notre lettre qu'on a fait au président de la République, je ne cite pas l'association, et surtout parce que dans la loi de 1905, la loi dit que l'État ne reconnaît ni salarié aucun culte en fait, et comme elle expliquait Madame Schiappa, pour une fois qu'elle a dit quelque chose d'intéressant, que le fait de dire que le signe religieux le voile est un signe religieux, c'est reconnaître un culte. Voilà, c'est. Donc alors proposition concrète. Manji, c'est quoi ta proposition? Vas-y. L'abrogation de la loi du 15 mars 2004 sur ces signes religieux à l'école. De la loi de 2004 sur 15 mars 2004 sur les signes religieux à l'école. Exact. Du 15 mars 2004. 15 mars, on s'en souvient. Je t'en prie, Manji. Salut, mon Manji. À bientôt. Voilà. Bon, on a eu des propositions concrètes. Mon Philippe, on remet le couvert demain. On verra ce que ça va devenir. Hein. Bonne soirée. À demain, mon Philippe. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Et on se donne rendez-vous demain avec Audrey Pronesti et Gamal Abina. Et je suis vraiment ravi de faire ce plateau avec. Ça va être chaud, hein. C'est que Gamal, il est dans le coffre. Hein, non, mais il est extraordinaire. Moi, franchement, je le dis, j'ai été impressionné par Gamal. Bon, oui, c'est normal. Et par Audrey aussi, bien évidemment. Les meilleurs sont dans le LGF. Ne cherchez pas ailleurs. De toute façon, à cette heure-ci, vous avez quoi? De la musique. On essaye de vous faire rire. On parle de foot. Sur France Maghreb, on parle de tout ça à la fois. Magnifique. 01 40 33 9000 à demain 16h si vous le voulez bien. Dans un instant, Medjed sur votre radio. Restez bien avec nous. À l'écoute de votre radio France Maghreb 2, 18h01 sur France Maghreb 2.